Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du débat. Tout d'abord, on va jeter un œil sur les derniers titres de l'actualité internationale. L'incertitude toujours sur les marchés financiers. La Bourse de Paris finit même en baisse pour la 10e fois de suite, du jamais vu pour le CAC 40. Seule bonne nouvelle dans cette journée tendue, elle provient des États-Unis. 117 000 emplois américains créés en juillet. En Syrie, nouvelle journée de manifestation et de répression à huis clos. Plusieurs milliers de personnes réclament, comme chaque vendredi, le départ du président Bachar al-Assad. La réponse du pouvoir est toujours la même. La ville de Hama reste assiégée par l'armée. Et en Ukraine, l'ancienne Premier ministre Yulia Tymoshenko placée en détention. C'était une demande du procureur. Il affirme que l'opposante perturbe le bon déroulement du procès. L'égérie de la Révolution Orange est jugée pour avoir autorisé la signature de contrats sur l'importation de gaz alors qu'elle était au pouvoir. Voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale ce soir. L'heure maintenant de reprendre la deuxième partie de ce débat. On va se concentrer maintenant avec les journalistes qui sont en plateau avec moi sur la Syrie. Encore une semaine de manifestations. Elles ont repris ce soir, Anthony Bélanger. Encore une semaine de répression. Et le monde entier ne sait trop que faire. On sait savoir que faire. Si, le problème, c'est de se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire, ou du moins le type d'intervention à faire. Je voudrais juste revenir sur un point de détail qui me paraît très important. Vous savez, pour bien expliquer ce qui se passe, donc on a dit pendant quelques semaines ou ces derniers jours, le régime de Bachar el-Assad veut absolument terminer avant le Ramadan. Et on n'a jamais expliqué pourquoi le Ramadan serait une période particulièrement c'est une période sacrée. On sait bien que c'est un mois difficile, mais en fait, il y a une raison toute bête, c'est que pendant le Ramadan, pardon ? Les prières du vendredi. Et voilà, pas seulement. Tous les jours sont un vendredi. Oui. C'est-à-dire tous les jours, les gens se rassemblent à la fin, donc au moment de la rupture du jeûne, se rassemblent à la mosquée, vont à la mosquée, en sortent, et que donc les forces de sécurité syriennes, mais aussi les forces de sécurité de toutes les dictatures du corps, craignent le Ramadan, comme aucune autre période de l'année, parce que là, à ce moment-là, tous les jours, les gens sont dans la rue et peuvent manifester. Et en plus, de nuit, ce qui est encore pire, parce que là, pour le coup, on y voit rien. Donc ce siège de cette ville, Hama, qui est bien sûr très symbolique aussi, et c'est maintenant que c'est un rapport de force qui est à la fois plus complexe, plus subtil et presque plus violent que ce qu'on entreaperçoit dans les images. C'est-à-dire que ce régime, il est... Dans la presse, on le dit qu'il est acculé. En fait, on voit un régime qui n'est pas spécialement acculé. C'est-à-dire c'est un régime qui a tous les moyens de la répression, qui a une armée qui résiste, une armée qui ne s'est pas effondrée, qui ne s'est pas retournée contre le régime. La structure État-parti, Baath et militaire fonctionne très bien. Il y a un certain nombre de minorités qui hésitent à basculer dans le camp de la révolution. Les chrétiens. Il y a des villes qui ne bougent pas. Il y a des villes qui, par exemple, Damas, il y a des petits incidents, mais il se passe rien à Damas. Donc c'est une situation très complexe. C'est comme la situation libyenne. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance dans ces histoires de révolution à nous vendre le même scénario de la masse arabe qui se soulève d'un bloc contre son dictateur, et après il faut aller les aider. Alors en Libye on les bombarde, ce qui n'est peut-être pas la meilleure solution, et après on découvre que chaque pays est très compliqué, chaque pays est très spécifique, chaque pays a ses propres dynamiques internes qui ne sont pas forcément celles de la Tunisie ou de l'Égypte, qui elles répondaient à un scénario, j'allais dire, plus classique de la révolution, venant du fond du pays et qui emporte tout sur son passage. C'est exactement ce qui s'est passé. La Syrie, c'est pas le cas. La Syrie, ça sent la guerre civile, durable, structurée, prolongée. Ce n'est pas la première fois non plus. On se souvient que sous le règne du père, on avait déjà des massacres de population. Notamment à Hama, bien sûr, il y a eu ces fameux 20 000 morts. Donc ce qu'il faut souligner tout de même sur la Syrie, c'est que, au fond, pour un peu près bien comprendre la Syrie, il faut regarder le Liban. C'est peut-être pas aussi, il n'y a peut-être pas 18 communautés, mais quand même, il y a des chrétiens, il y a des alaouites sur lesquels se repose le pouvoir de Bachar el-Assad, et donc qui contrôlent. Vous savez, les alaouites, c'est un peu particulier, c'est une secte chiite dans un pays qui est à majorité sunnite et qui par ailleurs a une grosse minorité chrétienne. La minorité chrétienne qui a toujours été du côté du manche, c'est-à-dire du côté du pouvoir, et quand vous parlez de ces minorités qui hésitent à entrer dans la danse, c'est notamment les chrétiens qui ont beaucoup de mal à suivre la majorité sunnite, qu'ils ont toujours craint, comme toutes les minorités dans ces pays qui ont toujours craint la majorité. Donc le régime joue sur ces cordes-là, sur ces cordes ethniques. Mais le fond du message est quand même très clair. C'est-à-dire qu'ils sont foutus à moyen terme, long terme, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que tous ces mouvements qui sont différents, que ce soit en Tunisie, en Égypte, en Libye, au Yémen, etc., c'est toujours la même idée au fond. C'est le changement de nature du système. Ça suffit, les leaders indestructibles, etc. Et donc, même les Syriens qui ont la capacité de résister, l'histoire va contre eux.
parce qu'ils sont condamnés par l'histoire. Ça prendra un certain temps. Ça prendra un certain temps. Mais à un moment, il y a quelque chose qui va sortir du système lui-même. La Syrie ne peut pas rester un pays isolé. Que ce soit sur le plan économique, politique, ils ne peuvent pas rester isolés pendant des années. Si on verrouille tous les accès, ils vont s'étouffer eux-mêmes. C'est pas seulement ça, hein. C'est plus grave que ça. C'est-à-dire que d'abord, il faut remonter. C'est plus grave. Non, c'est plus grave que ça dans le sens où vous avez raison 2 fois. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est fini ces régimes, notamment arabes, qui se reposent sur des minorités et qui jouent les unes sur les uns contre les autres. C'est fini en Irak, où je rappelle que les sunnites ont pendant très longtemps, d'une manière assez paradoxale, hein, je dois bien l'avouer, puisqu'il a fallu que les Américains sont intervenus, ont fait une guerre et ont abouti au fond au règne de la majorité, c'est-à-dire la majorité chiite en Irak, alors que c'était les sunnites jusqu'à présent qui représentaient 20 à 30% des Irakiens qui avaient le pouvoir. C'est fini aussi, je pense, en Syrie. On a vu à Bahreïn aussi le problème s'est posé. À Sanaa, au fond, c'est-à-dire en Yémen, ça s'est posé un peu dans les mêmes termes, même si c'était des histoires de tribus entre elles. C'est pareil en Syrie où une petite minorité alaouite tient le pouvoir depuis longtemps en jouant des minorités entre elles. Il faut refonder les pactes sociaux dans ces pays. C'est extrêmement compliqué, ça va prendre du temps. Et ça ne se passera pas comme ça s'est passé au Portugal ou dans d'autres civilisations. Ou même en Égypte, ce qui était une épure de révolution. Et c'est pas parce que vous avez un dictateur ou un autocrate en place qui n'a pas de base sociale ou de base politique. On le voit en Libye, on le voit en Syrie. Et moi, on le voit même au Yémen, les types, il est même plus dans son palais. Voilà. Il est à moitié défiguré à 200 km et il tient le pays. C'est quelque chose d'impressionnant. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça prendra beaucoup plus de temps. Mais ce qu'illustre la Syrie, à mon sens, c'est plutôt l'impossibilité des puissances occidentales à intervenir et en même temps les limites du droit d'ingérence. D'ailleurs, l'opposition elle-même n'en veut pas. L'opposition a été très claire. Quand on me dit et pourquoi la Syrie et pourquoi pas la Libye, je répondrai pas ce que ça veut dire Rumsfeld, c'est parce que tout simplement la Libye is doable, c'est qu'on peut le faire. Le résultat, on y est depuis 3 mois. Et c'était peut-être pas forcément un bon calcul. Et puis l'opposition syrienne elle-même est très claire. Ils ne veulent pas d'intervention extérieure. À des pays du Moyen-Orient qui ont quand même été envahis un certain nombre de fois, ils voient toujours d'un certain mauvais œil l'arrivée de soldats anglais, américains, français. Je ne fais pas allusion uniquement à l'intervention militaire. Je parle par exemple de l'intervention diplomatique. Regardez ce qui vient de se passer à l'ONU. Il y a eu une résolution, c'est pas une résolution, une déclaration qui a été faite avec énormément de difficultés. Et on sent bien qu'il y a une rétention de la part des pays dits souverainistes, c'est-à-dire les pays du BRIC, le Brésil, la Russie, mais le fait qu'on y soit arrivé tout de même avec ce changement de la part de la Russie, est-ce que ça ne marque pas un tournant dans l'attitude de la communauté internationale ? La Russie et la Chine, moi j'étais d'abord très étonné à l'époque qu'elles aient au moins qu'on a obtenu leur abstention sur la Libye pour une intervention militaire. Ça m'avait beaucoup étonné parce que d'une manière générale, la Chine et la Russie, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, refusent systématiquement ce genre de choses. Ce sont effectivement, elles ont des visions de nation contre nation. Elles n'ont pas envie qu'on utilise les mêmes armes. Ce qui se passe chez eux. Exactement. Elles n'aiment pas ce genre de précédent. Ça, bon. Mais ce qui est vrai pour la Syrie, par contre, il faut quand même bien voir que la Syrie est au cœur de tous les problèmes de la région. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus guêpier que le guêpier syrien. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les Turcs qui ont des problèmes avec les Kurdes. Il se trouve que les Syriens ont une frontière avec eux et ont aussi des problèmes avec les Kurdes. Vous avez de l'autre côté le Liban qui a des problèmes interconfessionnels. Il se trouve que leur allié se trouve en Syrie et qu'il y a le même genre de problème en Syrie. Vous avez, le fameux axe chiite avec l'Iran. Il se trouve que la Syrie a une frontière commune avec l'Irak. Il se trouve que la Syrie a une frontière commune avec Israël. Il se trouve que la Syrie a une frontière commune, grosso modo, avec toutes les armées de la région. Je pense quand même que s'il y avait une diplomatie plus musclée et plus concertée des puissances, comme on disait au XIXe siècle, en particulier, je vais revenir sur mon dada, qui est la puissance américaine, qui était totalement surréaliste et excessive à l'époque de George Bush et qui s'est liquéfié complètement à l'époque de Barack Obama, le message américain peut être très clair et peut être très entendu. Un message américain delivered à la porte de Bachar, ça s'entend. Une politique européenne commune sur laquelle les Syriens sont très sensibles parce qu'ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de vivre. Les Syriens, c'est une économie pauvre. Donc tout ça, ça pourrait avoir un impact un peu plus direct si c'était dit de manière plus ferme. Et comme tous ces joueurs-là, ils jouent leur propre carte dans la région, c'est compliqué. Oui, il me semble, comme vous venez de dire, les BRICS commencent à avoir justement un poids beaucoup plus important dans les relations internationales. Ils commencent à avoir des visées géostratégiques très claires. On le connaît. Ils commencent à avoir des éléments de pression. Et justement, c'est là où on voit que ce n'est pas parce que les États-Unis ne veulent pas, c'est peut-être parce qu'ils ne peuvent plus.
Non, je ne suis pas sûr. Moi, je pense qu'ils ont d'autres problèmes. Et alors, en ce moment, ils se disent... Sur toutes ces discussions arabes, on voit très bien à quel point la position américaine est fluctuante. Et ne pas intervenir en Libye. Les Américains sont dans un bras de fer, excusez-moi, juste pour finir, dans un bras de fer avec la Chine qui veut imposer le yuan, sa monnaie nationale, comme devise de monnaie d'échange internationale, de paiement et de réserve dans les 50 ans. Sur les 50 à 60 ans. Ils ont une stratégie qui est déjà en cours en ce moment et appliquée est assez intelligente. Si, juste sur ce côté-là, si on pense que les États-Unis ont déjà un bras de fer avec la Chine là-dessus, ils ne vont pas l'engager sur la Syrie très certainement si c'est pas un intérêt vital. Tant que ça vital. touche pas le problème israélien, parce que là ça changera de dimension immédiatement. Mais je pense quand même que si on a un message à donner, donnons-le clairement, parce que pour le moment c'est inaudible. Je suis d'accord avec ce que vous dites d'ailleurs pour une raison très simple, c'est que c'est exactement ce qui s'est passé en Tunisie. C'est-à-dire qu'il a suffi que les États-Unis, qui n'avaient vraiment grosso modo pas très envie d'intervenir, comme ils n'ont pas eu très envie d'intervenir en Libye, soit un peu ferme et un peu direct sur l'affaire tunisienne pour que tout à coup beaucoup de choses soient devenues impossibles. Par exemple, la poursuite des massacres. C'est pas tellement la France. On a bien vu dans quel état elle a erré pendant cette période-là. Elle errait en avion. Mais par contre, ce sont les États-Unis, disent les commentateurs tunisiens, qui ont mis les pieds dans le plat et ont dit non, vous ne tuerez pas plus de monde. Alors, non, vous ne. Ce qui nous amène de façon assez élégante à l'Égypte, où on avait vu au départ peu de prononcement de la part de Barack Obama, ou peu, mais derrière on a appris que la pression qui avait été mise sur l'armée pour pas qu'elle tire sur la foule place Tahrir venait clairement de Washington, et qu'elle avait été décisive. Et donc, vous parliez à l'instant de ces différences dans chaque pays, on voit cette révolution arabe progresser différemment suivant le pays, mais aussi à des vitesses différentes. Donc cette semaine, l'autre image de la semaine a été bien sûr celle de Moubarak, une image très très forte, peut-être qu'on peut la regarder et même entendre les paroles de Hosni Moubarak qui disait qu'il plaidait donc non coupable à ce qu'on lui reprochait. Toutes ces accusations, je les nie complètement. Je rejette les accusations en bloc. Je rejette ces accusations. Ziad Imam, c'est difficile d'expliquer, je pense, à quel point, à l'intérieur de l'Égypte, cette image est frappante, choquante. Ça, c'est révolutionnaire. Là, on est dans un processus révolutionnaire parce que je ne pense pas que dans les Arabes vivants aujourd'hui, personne n'ait pu imaginer qu'un jour ils verraient ce genre d'image à la télévision du pharaon d'Égypte et de ses enfants enfermés dans une cage, ça va loin, enfermés dans une cage. Alors c'est très révolutionnaire aussi parce que l'armée a été obligée de les lâcher, ça c'est très clair. Ils ont été protégés pendant un certain nombre de mois par l'institution militaire, après tout, lui c'est l'armée. Et ce qui s'est passé en Égypte au mois de février, ça a été quand même un arrangement relativement dans les coulisses pour sortir le président du conseil d'administration en essayant d'imposer un nouveau conseil d'administration qui était finalement le même. Simplement, les gens ne se sont pas laissés manipuler. Et la pression sur l'armée a été suffisamment forte pour qu'elle lâche Moubarak et qu'elle accepte que l'un des siens, moi je pense que c'est ça aussi qui est très fort, que l'un des généraux, l'un des chefs de l'armée égyptienne soit humilié comme ça, c'est qu'il y a une défaite, et elle a été, donc, une défaite de l'armée absolue. Et une victoire de la rue. Et alors, encore une fois, une victoire de la rue. La victoire de la rue, est-ce que c'est la justice? Est-ce que la victoire de la rue, c'est la démocratie? Alors, on rentre dans le deuxième chapitre de l'histoire qu'il faut voir. Et sur les Américains, dernière chose, leur capacité d'intervention, il y a beaucoup de choses qui s'écrivent en ce moment sur le fait qu'ils soutiennent les islamistes dans les pays de la révolution arabe parce que les islamistes, on les connaît, on arrive à se comprendre. En fait, c'est des nationalistes, des gens très bien, etc. Bon, donc on dit beaucoup et n'importe quoi sur le rôle américain, mais on lit beaucoup sur les blogs en ce moment cette espèce de complot américano-islamiste pour le contrôle de la région. Finalement, ça permettrait de maintenir des statu quo qui sont assez favorables aux Américains. Les Égyptiens n'ont toujours pas rouvert la frontière de Rafah. Il n'y a pas de changement majeur. Pas tout à fait. Ils ont rouvert. Il n'y a pas de changement majeur par rapport à Israël. Le statu quo est toujours là. Donc finalement, je crois que c'est le problème principal, les relations avec Israël. Moi, c'est ce que, pour le moment. Pour l'opinion publique arabe, c'est un problème central. Par rapport à ce qu'on vient de voir. Que les hiérarques ne se sentent pas trop, mais dans l'opinion publique, c'est très important. Naturellement, par rapport à ce qu'on vient de voir, moi, ce qui me frappe le plus, c'est je trouve que l'image est un peu choquante, quoi, de voir ce. Mais peut-être qu'elle avait besoin de l'être. Peut-être que finalement vous parliez à l'instant de justice ou de. Ce vieil homme qui est complètement. Pas la justice, mais c'est l'Égypte quand même. Vous savez qu'on torturait dans les commissariats. Excusez-moi, mais pour tous ceux qui ont approché ou qui ont entendu des Égyptiens se faire torturer dans un commissariat, et on en connaît tous, tout simplement parce qu'on allait porter plainte de ce genre de choses.
Excusez-moi, mais il est couché, hein, il y a des médecins autour de lui, et ses 2 fils ont accumulé suffisamment de fortune. C'est pas ça qui me choque. Je comprends l'importance de l'image. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faudrait pas que ce procès soit bâclé. Mais il le sera. Il le sera parce que comme le procès de Ben Ali. C'est ce qu'on disait tout à l'heure de la presse. Je résume le dossier. Allez, je résume ce qu'on disait tout à l'heure sur la presse. On disait, maintenant que les journaux sont libres, en Tunisie ou en Égypte, est-ce qu'ils sont bons? Non, ils ne sont pas bons. Parce qu'il faut du temps avant qu'un journaliste qui a pendant des années léché les bottes du régime puisse s'habituer à la liberté, faire autre chose que d'aller chercher d'autres bottes à lécher. C'est la même chose. La justice égyptienne, comme la justice tunisienne, a été aux bottes pendant des années. Elle ne sera pas bonne du jour au lendemain. C'est une justice. Ça n'empêche pas, je pense que ça n'empêche pas. La justice pénale sur Moubarak, sur Ben Ali, 70 ans, 1000 ans de prison, très bien. Mais je pense que ces sociétés ont besoin de comprendre comment elles ont vécu pendant 30 ans, ou pendant 40 ans, comment le système a pu prospérer, comment le système a pu s'imposer aussi facilement à des élites d'argent, à des élites intellectuelles, etc. Dans le cas de la Tunisie, je dis ça, c'est toujours un peu choquant, je me fais un peu ramasser, mais il y avait combien de vrais opposants en Tunisie? Il y avait combien de types qui étaient prêts à aller en prison, qui étaient prêts à prendre des coups et que ça? On en a peut-être compté une trentaine, une quarantaine. Et c'est parce que c'était devenu une kleptocratie que finalement la bourgeoisie locale s'est désolidarisée du régime. Ce qui est important dans ces procès, c'est le regard que ces sociétés vont avoir sur elles-mêmes et comment elles peuvent, justement, le nouveau pacte social, le nouveau pacte politique, comment on s'organise entre nous pour ne pas retomber dans ce... Là, cette image n'est-elle pas faussement symbolique, faussement révolutionnaire, puisqu'on le met en prison, on le compare à des images qu'on a vues d'autres procès en Égypte, notamment le procès des homosexuels. Ça rappelle exactement la même mise en scène. Ou des islamistes, la même mise en scène. Mais est-ce que derrière, on l'a dit tout à l'heure, on a changé le conseil d'administration pour garder la même gouvernance, la même politique? Alors voilà, moi ce que je trouve très rassurant et très positif quand même, c'est que ça ressemble. C'est-à-dire qu'on avait tous douté, au lendemain du 25 janvier et du changement du conseil d'administration, comme vous dites, avec une image très juste, que ce qui s'était passé en Égypte soit une vraie révolution. On s'était dit, au fond, ils se sont un petit peu rangés avec les uns avec les autres, ils ont sorti le Raïs et ils ont mis quelqu'un d'autre à la place. Tantawi, qui est quand même ministre de la Défense depuis 20 ans. Mais en fait, on s'est rendu compte, au fur et à mesure du développement des événements, que la rue poussait. C'est ce qui s'est passé aussi en Tunisie. Ils ont aussi essayé ce genre d'arrangement au début. Ils ont aussi essayé de remplacer. Mais la rue ne se laisse pas faire. Ne se laisse pas faire. Elle pousse. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'elle ne pousse pas seulement, pousser dans le sens où elle demande des actes, elle ne pousse pas seulement au Caire. Elle pousse dans toute l'Égypte. C'est-à-dire qu'on oublie tout simplement que l'essentiel de la population égyptienne, ce sont dans des régions auxquelles on n'avait pas accès jusqu'à présent. Il y a deux choses qu'on oublie, c'est aussi des révolutions sociales, économiques. Et il n'y a pas de réponse là-dessus pour le moment. Mais j'espère qu'on y reviendra une autre fois. Oui, mais il n'y a pas de réponse de quelconque pouvoir, de changement, de nouvelles règles du jeu, d'une nouvelle économie sociale. Pour un prochain débat, malheureusement. On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup à tous mes invités d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour un autre débat sur France 24.